Novo Nordisk est en chute libre. Moins 10, moins 15, moins 20%. Les investisseurs vendent et les analystes s'interrogent. Pourtant, les chiffres sont excellents. Croissance, bénéfices, marge, tout est au vert. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est une opportunité historique, une opportunité de toute une vie, ou c'est le début d'un retournement beaucoup plus profond? Aujourd'hui, je vais utiliser un outil redoutable de la finance quantitative pour pouvoir modéliser le futur du cours de bourse de Novo Nordisk. On va utiliser la simulation de Monte-Carlo pour pouvoir prédire les futurs rendements de l'action Novo Nordisk. Et tu verras que le résultat est extrêmement bluffant. Je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo. Allez, sans plus attendre, on va commencer par la vidéo. On va tout de suite aller sur mon écran. Alors, comme tu le sais maintenant, donc on a l'habitude ici de faire des analyses quantitatives et je commence tout d'abord par importer donc les différentes données historiques de Novo Nordisk. D'accord, donc ça c'est vraiment les données brutes que j'ai été récupérées sur investing.com et ici je les mets directement donc sur Python en Jupyter Notebook. Ici, ce que l'on fait, c'est qu'on trie les données pour avoir vraiment des données qui soient exploitables et pour pouvoir en fait retravailler par-dessus et pour vraiment commencer à faire des analyses et tout simplement que la sémantique en fait des données puisse être utilisée quand on va faire notre analyse. Donc ici, je filtre les dates et ce que je fais également, c'est que je calcule les log returns. Les log returns, c'est tout simplement c'est le rendement en fait journalier des différentes journées. Ok, donc comme tu peux le voir ici par exemple, on a la date donc en 2015. Ici c'est vraiment un historique sur 10 ans, donc j'ai pris de 2025 à 2015. Et donc ici tu vois le prix de Novo Nordisk à ce moment-là, il était de 28,58 dollars et on calcule toujours les log returns. Donc c'est-à-dire qu'à chaque date donnée journalière, on calcule le log returns qui est associé. Okay, donc, on va faire ça pour toutes les dates. Et on va également calculer différents paramètres du modèle. Donc, comme tu peux le voir ici j'ai calculé donc la moyenne des rendements qui s'appelle en fait le drift. Également la volatilité de ces rendements, l'asymétrie et l'aplatissement. Okay, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, en théorie financière, on sous-tend que les rendements suivent une loi normale. Cette loi normale, donc la gaussienne, le souci étant que la loi en fait normale ne prend pas en compte les aspects qui peuvent être très volatiles. C'est-à-dire qu'en fait, elle sous-estime les variations extrêmes. Une action, elle peut prendre 30% en une journée s'il y a vraiment une bonne news qui arrive dessus. Et pourtant, la loi normale sous-estime cette probabilité. D'accord? Et donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on passe d'une loi normale à quelque chose qui ressemble plus à la réalité du terrain et la réalité de l'action. Et on va continuer ici donc avec le script. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va générer les différents scénarios du prix de Novo Nordisk. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'une fois qu'on a calculé en fait les paramètres du modèle, on va tout simplement commencer à faire une simulation de Monte-Carlo. La simulation de Monte-Carlo, on va commencer en fait à simuler différents mouvements que le prix peut prendre. D'accord? Donc, via des mouvements browniens. Ces mouvements-là, on part du principe qu'en bourse, il y a des milliers et des milliers de probabilités et des choses qui vont faire que, des variables qui vont faire varier le cours de bourse de l'action. En fait, il y en a tellement que c'est très compliqué de pouvoir dire, ok, s'il y a cette variable-là qui monte, etc., le prix va monter de X. Okay, c'est quasiment impossible. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que ça relève en fait de la fiction de penser cela. Maintenant, donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va simuler plein de probabilités, plein d'issues possibles en fait à l'action, okay, au prix de l'action. Donc on va simuler plein de prix et on va se dire, on va voir justement, on va faire une étude sur ces simulations-là. Et plus précisément ici, on va faire une simulation sur 5000 trajectoires possibles que l'action peut prendre.
D'ailleurs, je t'arrête 2 petites minutes pour te dire que ma watchlist du mois de mai va bientôt expirer. Donc tu peux la retrouver juste en bas dans le premier lien qui se trouve dans la description. C'est totalement gratuit. Et je te dis en fait, elle va expirer. Pourquoi? Parce que ça va être la dernière fois que je vais proposer des small caps dans ma watchlist. Dans les prochaines watchlists que je vais faire, notamment celle du mois de juin, juillet, etc., je ne vais plus intégrer de small caps. Donc c'est la dernière fois que tu vas voir des small caps intéressantes et dans lesquelles mes modèles statistiques et de machine learning ont clignoté dans le vert. Donc je te mets tout ça dans la description, c'est totalement gratuit. Et nous, on peut continuer la vidéo sans plus attendre. Okay, donc comme tu peux le voir ici, on prend donc une simulation de 5000. Et donc on va simuler donc cette simulation de Monte Carlo. Et on va voir ici ce que ça donne. Comme tu peux le voir ici, voilà. Donc ici, je vais juste l'ouvrir. Comme tu peux le voir, on a fait une simulation donc de Monte Carlo sur les différents probabilités, les différents issues justement du prix de l'action Novo Nordisk. Alors ici, c'est sur 20 jours, d'accord? Donc ça, c'est super important, c'est-à-dire que il va simuler la trajectoire sur 20 jours. Donc comme tu peux le voir ici, tout ça, c'est vraiment le point d'entrée. Donc ça, c'est le prix actuel. Et à partir d'aujourd'hui, il peut simuler donc, tout ça. Donc comme tu peux le voir ici, il y a une simulation parmi les 5000 qui dit justement, donc, enfin ici en tout cas, le mouvement est monté au-dessus de 250. Okay, et comme on peut le voir, on a vraiment un cluster en fait au niveau de la simulation, au niveau d'une tendance assez baissière. Okay, donc à partir de là, on peut déjà plus ou moins comprendre les tendances du prix futur de l'action. Donc ça ici, c'est vraiment basé uniquement sur des mouvements browniens, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune probabilité. Ici, vraiment, ce qu'on intègre, c'est qu'on intègre tout simplement des mouvements en fait classiques possibles que l'action peut prendre. Okay, donc on en simule 5000. Donc c'est vraiment ça le principe de Monte Carlo. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait faire une étude de ces simulations. Okay, donc il y a quand même un échantillon donc, de n à 5000, donc 5000 simulations. Donc on va pouvoir commencer à faire des petites études dessus pour avoir un petit peu des idées. Donc comme tu peux le voir ici, donc ça c'est la distribution de ces simulations. C'est-à-dire qu'ici, on a simulé plein de trajectoires, plein d'issues possibles, et ici, c'est sa distribution. Donc, comme tu peux le voir, ben voilà, tu vois ici, cette simulation qui se retrouve ici, qui était au-dessus des 250 $, on la retrouve ici dans notre distribution. Ok? Et ici, donc, comme on peut le voir, on a plutôt une asymétrie qui est positive. Okay, donc une asymétrie positive, ce qui est dans notre cas pas tellement positif pour le prix futur, parce que ça sous-tend à avoir en fait la moyenne de cette distribution qui se trouve en dessous du prix actuel de l'action. Donc selon ces différentes simulations, on a plutôt une tendance à être en dessous du prix actuel. Donc comme tu peux le voir ici, on a une plus grande densité, plus à gauche de la distribution. Et bon, tu vois qu'ici, ça ne ressemble pas vraiment à une normale. Et justement, ce que je te disais, c'est que en règle générale, ce qu'on dit, c'est qu'en finance, les lois suivent une loi, enfin les rendements, pardon, suivent une loi normale, mais en réalité, c'est une gaussienne qui est modifiée. On appelle en fait ça une leptocurticité. C'est-à-dire que les queues en fait de la distribution sont beaucoup plus épaisses. Le fait que cette queue soit beaucoup plus épaisse va venir brider anomalie au niveau des prix soit sous-estimée. C'est-à-dire que il est possible, il est en fait beaucoup plus possible que ce que la gaussienne prédit d'avoir des prix qui se trouvent vers en fait la fin des distributions. Okay, donc c'est-à-dire que en général, théoriquement, on a beaucoup plus de probabilité que ce que justement cette gaussienne nous dit, d'avoir un prix qui est supérieur à 150 $. Okay, et en fait, une leptocurticité, c'est justement quand on a des queues de distribution qui sont beaucoup plus épaisses et donc qui ne sous-estiment pas l'occurrence d'avoir des prix qui se trouvent à l'extrême, donc gauche et droite de la gaussienne. Donc ça c'est super important
Surtout en finance, on travaille souvent en tenant compte justement de cette spécificité. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une simulation tout simplement de cette simulation de Monte Carlo. Et en fait, ce qu'on va faire ici, donc je vais te montrer, ici je suis en train de lancer. Et comme tu peux le voir, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et ici, ben, ça nous calcule, on fait donc un petit backtest de notre stratégie. Donc, on essaye de calculer des intervalles de prix sur lesquels cette simulation nous donne et on voit est-ce qu'on se trouve dessus ou pas au niveau donc de la prédiction. Donc, comme on peut le voir ici, on a un taux de réussite global qui se trouve aux alentours des 70%. C'est une assez bonne prédiction. Alors, il faut savoir qu'ici, le modèle, je l'ai bridé. Comment est-ce que je l'ai bridé? Parce que finalement, la simulation de Monte Carlo, ce que j'avais tendance en fait à observer, c'est que ça surestimait beaucoup trop et ça donnait en fait des plages qui étaient beaucoup trop larges et qui ne correspondaient pas en fait à la réalité des choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bridé le modèle en intégrant un max drawdown et un max drawdown. Le max drawdown, c'est tout simplement le maximum de baisse que l'action a subi dans son historique. Le max drawn up, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire le maximum de hausse que l'action a eu. Ici, j'ai pris sur un intervalle de 10 jours, c'est-à-dire le maximum en fait de baisse que l'action a subi pendant 10 jours, et pareil pour la hausse. Et j'ai bridé cette variation-là au niveau du modèle. C'est-à-dire que ici, on ne va pas retrouver, c'est-à-dire que si en fait on a des journées où on a un maximum au niveau justement de ce max drawdown ou max drawdown, elle ne prend pas en compte. Pourquoi? Parce que ça permet justement de ne pas surestimer ou sous-estimer le modèle et de rester en fait dans un modèle qui soit cohérent en fonction justement de sa réaction passée, en fonction de son historique. Parce que sinon, ça sous-tend à dire que on peut avoir des cas, on va dire des black swan beaucoup plus souvent que prévu. Et dans ce cas-ci, ici justement, on émet l'hypothèse qu'il n'y a pas de journée en fait qui est extrêmement volatile, donc d'avoir un black swan. Et donc ça c'est vraiment important de tenir compte dans notre hypothèse à la fin quand on va analyser les résultats. Donc ici comme tu peux le voir, j'ai fait donc un backtest sur les différents données. Donc comme tu peux le voir ici, donc on a commencé le backtest à partir de 2017 et donc on avait donc le prix réel, le prix initial et on a donc la borne inférieure, la borne supérieure et on a la médiane. Et ici ça nous dit justement si on se retrouve dans l'intervalle ou à l'extérieur de l'intervalle. Quand on est dans la simulation, le modèle nous renvoie un 1, et si pas, ça nous renvoie un 0. Okay, et donc à partir de là, hop, je vais montrer, voilà, mettre sous graphique justement, hop, voilà, et ça nous donne ça. D'accord? Donc comme tu peux le voir ici, à partir de 2017, donc c'est le début en fait de notre backtest. Donc ce qui est en rouge, c'est ce qui a été réellement observé. En bleu, c'est la prévision selon justement le modèle en fait de Monte Carlo. Et en gris, c'est l'intervalle de confiance. Donc c'est là justement où on nous dit est-ce qu'on se retrouve à l'intérieur ou à l'extérieur de l'intervalle. D'accord? Donc on voit que ça arrive plus ou moins à prédire généralement à 70% des cas. D'accord? Donc en partant de là, on peut plus ou moins déjà avoir une certaine confiance envers ce modèle. Bien sûr, toujours en tenant compte de certaines limites et hypothèses que l'on va voir juste après. Ici, on fait pareil, mais maintenant on fait une simulation, on fait une prédiction sur les jours futurs, à partir d'aujourd'hui. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une prédiction sur les 60 jours futurs, 60 jours qui arrivent, toujours en suivant cette méthodologie. Et comme tu peux le voir, donc la zone grisée, c'est toujours l'intervalle de confiance. D'ailleurs, bon, ici, ouais, c'est ça. Donc 5% et 95%. On a donc l'intervalle de confiance ici en gris. On a le prix actuel en rouge. Bon, le prix actuel, dans 60 jours, on ne le connaît pas.
Donc ça c'est inconnu, mais ça part bien à partir de là. Et ici en bleu, c'est vraiment la simulation, donc la médiane en fait qui est simulée, qui émane justement de ces simulations de Monte-Carlo. Et donc à partir de là, on peut déjà se rendre compte en fait de la tendance qui est plutôt baissière sur l'action. Donc si on s'en tient uniquement à cette prédiction, on peut voir que le modèle prédit plutôt une baisse au niveau des 60 prochains jours sur l'action Novo Nordisk. Maintenant, l'ampleur de la baisse reste à discuter. Bien entendu, on ne peut pas deviner, on n'est pas devin, mais ça nous donne justement une tendance, savoir plus ou moins dans quelle direction est-ce qu'elle va. Et ensuite, j'ai tout simplement donc mis en fait un histogramme, enfin comme une distribution justement de cette probabilité pour pouvoir comprendre un peu les différentes probabilités qui sont adossées au fait d'être ou pas dans l'intervalle que l'on a simulé. Et donc comme tu peux le voir ici, on a une probabilité d'environ 18% d'être en dessous des $50. Ici c'est dollars, c'est pas euros. Pareil ici pour 50 et 55, ici 55 et 60. Donc comme tu peux le voir en fait ici, le modèle prédit, en tout cas le mode de cette distribution, c'est vraiment donc 22%. Et ici les 22%, c'est la plus haute probabilité d'être entre 55 et 60 dollars d'ici 60 jours. Donc ici on a une distribution de la probabilité, à savoir qu'à l'heure actuelle le prix est aux alentours des 68 dollars. Donc on aura c'est la raison en fait pour laquelle est-ce que le modèle ici nous prédit justement une baisse. Et donc en partant de là, on peut comprendre que le modèle prédit plutôt un suivi en fait de tendance au niveau de la baisse de l'action Novo Nordisk. Donc ici c'est vraiment on s'en tient uniquement de la partie quantitative à la partie étude de données. Bien entendu, ici, pour parler un petit peu des limites en fait de cette analyse, elle ne prend pas en compte l'analyse fondamentale de l'entreprise, elle ne prend pas en compte les externalités news extérieures en fait au modèle qui peuvent arriver dans le futur. Et donc ici on s'en tient uniquement à la partie quantitative, à la partie simulation et tout simplement prédictibilité du cours futur, si justement le cours suivait exactement la même réaction, le même cheminement en fait que l'historique passé de l'action. Donc ça c'est extrêmement important de le comprendre. Bien entendu on peut partir à partir de là dans une direction qui est complètement différente que ce que le modèle prédit. Ici on est vraiment dans une situation qui est bien précise, qui nous cloisonne uniquement au fait que l'action se comporte exactement de la même manière qu'il s'est comporté jusqu'à maintenant, mais rien ne nous garantit également cela pour le futur. Qu'on s'entende bien sur ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre et de bien l'avoir en tête quand on commence à partir sur des prédictions comme cela. Mais ça te donne une idée, une tendance en fait sur laquelle tu peux te baser. Si par exemple aujourd'hui ton but c'est de faire du DSA sur Novo Nordisk et que tu te rends compte que l'analyse fondamentale tout est bon, mais que au niveau analyse quantitative et des données vraiment statistiques, on a plutôt une tendance, une grande probabilité que le prix encore continue à baisser, mais tu peux être serein sur le fait de continuer à faire ton DCA sur l'action sur le futur parce que tu sais que le prix va quand même continuer à baisser. Donc tu peux te dire tu vas être plutôt calme au niveau de ton DCA et donc te calmer sur ça. Donc ça te donne des indicateurs comme cela qui vont te permettre d'améliorer ton investissement sur les différentes actions et en l'occurrence ici sur l'action Novo Nordisk. D'ailleurs, Novo Nordisk, c'est une bonne entreprise avec de très bons fondamentaux, avec une très bonne gestion. Mais tu sais qu'en bourse, on peut également investir dans des petites sociétés. C'est également une de mes spécialités. Aujourd'hui, je t'ai proposé d'ailleurs dans ma watchlist qui se trouve juste en bas du mois de mai, donc ma watchlist gratuite, tu peux aller voir. J'ai proposé plein d'actions qui ont explosé, donc c'était notamment des small caps. Et si aujourd'hui tu veux apprendre à investir dans les small caps,
je t'invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai sortie ici sur les small caps. Je t'apprends tout de A à Z sur comment investir et repérer justement une bonne pépite, une pépite qui a justement du potentiel. Et investir dessus pour pouvoir vraiment dynamiser ton portefeuille avec de très bons petits investissements sur des entreprises inconnues au bataillon actuellement, mais qui peuvent devenir des mastodontes dans le futur. Allez, je te laisse regarder ça. Je te mets ici, normalement, tu peux cliquer sur la vidéo et nous on se retrouve de l'autre côté sur cette vidéo en question. Allez, c'était Nadir, à tout de suite.